Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Jacqueline et toute l'association qui porte un beau nom, vous avez remarqué. Les passerelles pour la vie, donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un concept très intéressant. Et donc voilà, je suis très heureux de venir ici vous parler un peu de mindfulness, de pleine conscience, en sachant que je vais essayer, je vais vous présenter bien sûr certaines études, mais je vais essayer aussi d'essayer de vous faire toucher un peu l'esprit de la mindfulness. La mindfulness qui, il y a 9 ans, 10 ans, quand j'ai commencé à être instructeur, n'était pas du tout connue ou très très peu, puis qui est devenue au cours des années suivantes quelque chose de presque à la mode. Et donc je voudrais un peu resituer ce que c'est pas, qu'est-ce qu'on peut en attendre au jour le jour. Alors, je vais essayer de gérer les deux petites choses. Ok, ça marche. Ouais. S'il y avait le moyen de traduire en images ce que notre esprit fait en permanence, peut-être là ce qu'il est en train de faire dans vos têtes, ça pourrait ressembler à ça. Et la première chose, c'est vraiment de vous souhaiter la bienvenue, mais aussi de souhaiter la bienvenue à ce mental parfois très, très envahissant. Juste pour savoir un petit peu, combien il y en a qui ont déjà médité. Je ne parle pas de la méditation qu'on a eue ce matin, puisque vous étiez là, mais à peu près, levez la main. Et donc la question, c'est combien il y en a qui n'ont jamais médité. Ok, donc c'est une assemblée de méditants. Et la deuxième question, c'est combien il y en a qui ont fait le programme de 8 semaines, MBSR ou MBCT. Ouais, et là, beaucoup moins. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis médecin. Je suis un médecin qui a mal tourné, en quelque sorte, puisque d'une médecine un peu classique, je suis devenu, en plus de mon activité, instructeur en mindfulness. Ça fait 9 ans que j'instruis des programmes de méditation de pleine conscience. J'ai commencé à Paris, et puis après, je suis allé à Nantes, et là, j'exerce sur La Roche-sur-Yon. Alors, il vaut mieux que ça s'arrête, parce qu'après, il y a l'océan, en fait, donc... Et donc j'anime à la fois des programmes présentiels. J'ai commencé par être instructeur MBCT, on va voir ce que c'est, et puis ensuite MBSR. Et puis aussi, j'anime depuis maintenant 1 an des programmes online. On reviendra juste à la fin sur ça, sur ces pratiques qui évoluent. Et je crois que c'est bien aussi que vous sachiez qu'il y a des personnes maintenant qui arrivent à pratiquer. Le vrai sujet de cette conférence, c'est comment on peut passer de l'état mindful, esprit plein, c'est l'esprit dont on parlait tout à l'heure, à mindful, c'est-à-dire être pleinement présent. Et c'est pas si évident, et donc je voudrais juste savoir combien il y en a qui, là, maintenant, se sentent plutôt comme la personne de gauche, donc plutôt, vous pouvez lever la main, les mindful. Ceux qui sont pleins de pensées, qui s'agitent, qui se demandent « mais qu'est-ce que c'est que ce conférencier ? Pourquoi je suis venu ici ? Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire un dimanche ?» Ok, et la plupart sont déjà mindful. Combien il y en a qui se sentent vraiment pleinement présents ? Incroyable. Ouais, donc le sujet c'est ça. C'est comment on peut passer du mindful au mindful. Et donc on va juste expérimenter un peu cela par une pratique courte de pleine conscience. Donc ce que je vais vous demander, vous savez déjà parfaitement ce que c'est, puisque vous avez été à 80% déjà mindful, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est juste prendre un temps de présence à vous-même. Tranquillement, sans rien chercher,
sans musique. Il n'y a pas forcément besoin de musique. Donc je vais vous demander juste de vous redresser sur vos sièges. Peut-être même détacher le dos du dossier de la chaise. Et puis, simplement mettre les mains sur vos genoux, vos cuisses ou les mains entre elles. Fermez doucement les yeux. Et simplement, tranquillement, portez l'attention sur ce que vous vivez là, maintenant. Sans chercher à modifier ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans votre corps ou ce que vous ressentez dans votre cœur, dans le registre émotionnel. Il se peut déjà que l'esprit ait déjà vagabondé, s'est agité, est parti dans le passé, dans le futur. Si c'est le cas, vous notez rapidement où l'esprit était. Vous vous félicitez de l'avoir remarqué, même si c'est après le son de ma voix, et vous ramenez l'attention, par exemple, aux sensations de contact que vous avez avec votre siège ou les pieds avec le sol. Juste ramener l'attention. Essayez d'être dans le ressenti des sensations physiques, pas dans la pensée des sensations physiques. Du mieux que vous pouvez. Rien à réussir, rien à rater dans cette pratique. Juste être présent avec ce qui est déjà là. Puis tranquillement, laissant glisser l'attention vers votre respiration, vers votre souffle qui va et qui vient dans le corps. Là où le souffle est le plus présent en vous en cet instant. Peut-être au niveau du nez, si vous respirez par le nez, peut-être au niveau de la bouche, si vous respirez par la bouche, peut-être au niveau de votre poitrine, qui s'élève et s'abaisse, ou au niveau de votre ventre, qui se gonfle et se dégonfle au flux de votre respiration. Juste être présent au souffle à l'intérieur de vous. Et si de nouveau l'esprit est parti, à vagabonder, vous notez, vous vous félicitez et vous ramenez l'attention à votre respiration. Au souffle qu'on a toujours avec nous, moment après moment. Sentir l'inspiration, puis l'expiration. Chevaucher en quelque sorte les vagues du souffle, moment après moment. Et puis tranquillement, ouvrir les yeux et chacun peut se reconnecter à l'extérieur, revenir dans cette salle qu'il n'a pas vraiment quittée et prendre quelques instants
bougeant un peu les mains, bâillant, peut-être vous étirant. Ok. Et donc par rapport à l'état dans lequel vous êtes maintenant, combien il y en a qui se sentent très agités mentalement? Vous pouvez lever les mains. Combien il y en a qui se sentent pleinement présents? Vous pouvez lever les mains. Ok, super. Donc vous allez être pleinement présent pour m'écouter. C'est la bonne nouvelle. Vous imaginez si j'avais fait la pratique en fin de conférence. Bon, la question, c'est que l'état dans lequel nous sommes, le plus souvent, c'est le pilotage automatique. C'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est que le pilotage automatique? C'est juste des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous, d'arriver au travail, sans s'en rendre compte, en pensant à autre chose? De ne pas savoir où vous avez posé vos lunettes, où ranger vos clés. Vous lisez, je suis sûr que vous lisez. Et parfois, quand on lit un livre, on arrive en bas de la page et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien pu lire? Ça vous est déjà arrivé, ça? Okay. Parfois, vous mangez en écoutant la radio ou en regardant la télé. Oh, non, ça vous arrive jamais. Et parfois même, vous utilisez votre smartphone tout en regardant la télé, en mangeant et en feuilletant un journal. Parfois, le pilotage automatique se traduit par d'autres éléments. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir vécu un moment difficile avec quelqu'un? Ça peut être une annonce difficile, ça peut être une communication un peu compliquée, et de continuer votre activité sans prendre le temps de vous connecter à votre souffle, sans vous être demandé dans quel état émotionnel vous êtes. Est-ce qu'il vous est arrivé de ruminer vos soucis personnels ou professionnels alors que quelqu'un vous parle? Et si quelqu'un vous parle, c'est probablement important ce qu'il a à dire. Donc ne n'êtes pas vraiment présent. Et puis de ne pas vraiment écouter, ça peut être vos collègues, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vos enfants. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'il ou elle était en train de dire et vous étiez en train de préparer déjà la réponse à ce qui se disait. Tout ça, c'est du pilotage automatique. C'est un mode de fonctionnement qui nous pousse à faire des choses sans être véritablement présents. Et ça découle de nos habitudes, de nos apprentissages. La bonne nouvelle, il est possible de débrayer le pilotage automatique et donc de reprendre le contrôle de votre attention. Cette étude publiée en 2010 dans un grand journal, c'est Science, un des plus grands journaux américains scientifiques. C'est une étude très importante. Elle a permis de quantifier quel était le temps qu'on passe à être dans notre tête, à avoir un esprit vagabond, ce qu'on appelle le vagabondage mental. Et c'est 50% de notre temps. Donc aux personnes qui ont répondu tout à l'heure, je ne suis pas en pilotage automatique, je suis mindful, bon, chacun peut prendre conscience que parfois ce n'est pas le cas. Et qu'on a cette petite voix qui tourne dans notre tête ou des images qui nous viennent, qui sont de la pensée. Comment ils ont réussi à faire ça, ces deux auteurs, Killingworth et Gilbert? Ils ont conçu une application sur iPhone, comme quoi des fois les smartphones c'est pas mal. Ils ont pris plus de 2000 personnes aux États-Unis et le smartphone envoyait des petites questions de façon aléatoire sur les temps de veille de ces personnes. 3 questions. 1. Comment vous sentez-vous? Échelle de 0 à 100. 0, je me sens vraiment très mal. 100, c'est le bonheur absolu. Deuxième question, qu'êtes-vous en train de faire?
Troisième question, à quoi pensez-vous durant cette activité? Est-ce que vous êtes pleinement dans votre activité ou est-ce que vous êtes en train de penser? Et si vous pensez, est-ce que ce sont plutôt des pensées agréables, plutôt neutres ou plutôt désagréables? Et le résultat, le voilà. Super, ça marche. Vous allez le voir d'abord en haut. En haut, l'intensité, la grosseur de la bulle, c'est ce que les gens étaient en train de faire. Alors quand vous comparez la bulle working, donc le travail, et puis quand vous comparez la bulle making love, faire l'amour, bon, on passe plus de temps à travailler qu'à faire l'amour. Hein. Première constatation de l'étude. Et puis surtout que, bien sûr, plus on est vers la gauche ici de la figure, moins on est présent, moins on est heureux, moins notre quantité de bonheur, hein, tout ça est un peu bizarre hein, de quantifier le bonheur, mais vous voyez, plus on est à 35%, et là on est à 95%. Donc making love, on ne le fait pas souvent, mais quand on fait l'amour, on est plutôt présent et plutôt heureux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et à l'inverse, beaucoup d'activités que vous voyez ici sont des activités où on est finalement pas très heureux quand on les fait. Hein. Bon. Alors il y a un tout petit truc qui est encore plus petit que making love, c'est praying, meditating. Hein, c'est le temps de prière et de méditation. Bon, alors là, il y a vraiment peu de gens qui le font. Et en fait, ce qui est le plus important dans cette étude, à mon sens, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que on a une relation entre à quoi l'on pense et notre degré estimé de bonheur ou de bien-être. Autrement dit, lorsqu'on est dans l'unpleasant mind wandering, c'est-à-dire des pensées vagabondes déplaisantes, hein, qui sont négatives, on dirait en français, eh bien, on est plutôt avec une quantité de bonheur faible, une intensité de bonheur faible. Et à l'inverse, lorsqu'on est plutôt dans le not mind wandering, c'est-à-dire dans la présence ou dans les pensées plutôt positives et plaisantes, on est plutôt avec une estimation de notre bien-être, de notre bonheur élevée. Les auteurs concluent deux choses. Un, qu'un esprit humain est un esprit vagabond, et j'espère que je vous ai convaincu. Deux, qu'un esprit vagabond est un esprit malheureux. Ok, donc il y a peut-être quelque chose à faire. L'autre sujet, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je sais qu'ils sont minoritaires, oui, j'en vois. Est-ce que parfois vous ressemblez à cet homme? Et comme il y a des femmes, est-ce que parfois vous ressemblez à cette femme? C'est ce qu'on appelle le multitâche, le multitasking. On sait que faire plusieurs choses à la fois, c'est une source d'erreur, de stress et d'épuisement. C'est 20% d'erreur en plus lorsqu'on fait une tâche et qu'on fait 4 choses en même temps. Donc un premier message là, c'est juste essayer de ne faire qu'une seule chose à la fois. Quelle est notre situation? Notre situation est la suivante. Nous ne vivons que le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Depuis que vous êtes né, du premier souffle au dernier souffle, vous ne vivez et vous ne vivrez que du present moment, que du moment présent. Sauf que on passe 50% de notre temps à être soit dans le passé, et là on rumine, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, et si j'avais su, et si j'avais pu, ou dans le futur en train d'imaginer projet, anticipation, et d'imaginer des choses qui n'ont que peu de chances, en fait, de se passer comme ça. Blaise Pascal a dit que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. 17e siècle, Blaise Pascal. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a quand même des moments où on est présent. C'est vrai, et dans les moments où on est présent, le plus souvent, on juge l'expérience. On juge l'expérience comme bonne ou mauvaise. Donc vous vous rendez compte, on passe le plus clair de son temps dans le passé, dans le futur, et dans le moment présent, on juge l'expérience. En fait, on sait très bien maintenant comment ça marche au niveau cérébral. On a connecté cet état de rumination, cet état, je dirais, de vagabondage mental, et l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, à des connexions cérébrales, à des zones d'activation cérébrale. C'est pas si vieux que ça, tout ça. Hein. Ça a moins de 10 ans.
Le vagabondage mental active ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est un réseau qui fonctionne lorsque l'esprit vagabonde. C'est pas si mal finalement que l'esprit vagabonde. OK avec ça, mais pas tout le temps. Et à ce moment-là, donc ça active certaines zones du cerveau. On ne va pas rentrer, vous verrez dans l'exposé, il y aura plusieurs termes un peu compliqués, mais on ne va pas rentrer. Et puis on prend conscience du vagabondage. Vous avez fait ça tout à l'heure. Sans doute votre esprit était déjà parti. Vous avez pris conscience et on active certaines zones de votre cerveau à ce moment-là, qui sont très différentes des premières. Et puis on déplace l'attention. Ça vous a peut-être absolument pas surpris quand je dis qu'on passe des sensations liées à la posture, au souffle. Mais c'est extraordinaire de pouvoir déplacer l'attention. Eh bien ça active également certaines zones spécifiques. Et enfin, quand on focalise sur là la respiration, là les sensations physiques, on active également certaines zones. Donc ça, c'était rendu possible grâce à l'essor de ce qu'on a appelé l'IRM fonctionnel qui a moins de 10 ans. Et donc, si vous avez fait cet exercice pendant les quelques minutes, vous avez pratiqué la pleine conscience et donc la méditation de pleine conscience. La différence avec beaucoup d'autres pratiques, c'est qu'on n'induit rien. On ne va pas chercher à être dans un état particulier. On ne va pas chercher à écouter de la musique. On ne va pas chercher à se relaxer. On va juste essayer d'être présent avec ce qui est déjà là. Et vous l'avez peut-être noté, c'est déjà pas mal ce qui est déjà là. OK. La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à entraîner cet esprit, donc à modifier son cerveau ? Et oui, il est possible de muscler son cerveau. Je remonte toujours cette diapositive qui a l'air maintenant un peu tarte à la crème. Quand j'ai fait mes études de médecine, c'était il n'y a pas si longtemps. Vous savez ce qu'on nous disait ? On nous disait, on a un stock de neurones qui est à la naissance. Ça augmente un peu jusqu'à l'adolescence. Et après, c'est une lente et longue dégénérescence. C'est ça qu'on nous disait. Il n'était pas possible à l'époque de concevoir qu'un cerveau pouvait s'entraîner, qu'on pouvait refaire du tissu cérébral, qu'on pouvait refaire des synapses, on en a entendu parler, des connexions entre les neurones, voire des nouveaux neurones. Et on ne connaît pas tout ce qui se passe au niveau cérébral. On vous a dit peut-être hier pour les personnes qui étaient là que ce qu'on appelle les cellules gliales, donc les cellules de soutien, c'est une part considérable, 70% à peu près de la matière cérébrale. Et on ne sait pas grand-chose sur les cellules gliales. Donc on a beaucoup axé les recherches sur les neurones, mais il y a beaucoup encore de choses à savoir. Et donc la stimulation de ces processus permet d'accomplir un changement beaucoup plus important qu'avec n'importe quel médicament. Autrement dit, il est possible de changer son cerveau. Et on vous avait eu plusieurs exposés durant la journée sur les 3 cerveaux. Et juste, je voudrais vous repréciser 2 petites choses. Premièrement, on a un vieux cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui nous permettait, quand on était Cro-Magnon, de pouvoir réagir quand on était attaqué par le tigre à dents de sabre. Et donc on était sur le combat, la fuite. C'était très important, c'est une question de survie. Et puis il y a le cerveau limbique dont on a également parlé, le cerveau émotionnel. Et puis, il y a le cortex, le cerveau cognitif, le cerveau de la pensée, le cerveau de l'intelligence, de la créativité. C'est comme ça, on a ces 3 cerveaux en nous. Et penser qu'on ne peut pas entraîner son cerveau est vraiment aujourd'hui vraiment dépassé. Si on rentre un tout petit peu dans l'anatomie cérébrale, on a 4 lobes, vous le savez, et puis aujourd'hui on parle même d'un 5e lobe qui est l'insula. On reparlera de l'insula un petit peu tout à fait, juste après. On a l'hippocampe, alors c'est pas l'animal, le petit hippocampe, on en a parlé tout à l'heure lors d'un exposé, et puis l'amygdale. Je vous cite juste ces 2-là parce qu'on va les revoir juste après. Si on revient à notre étude de Killingsworth et Gilbert sur l'activation du réseau du mode par défaut, ce réseau du vagabondage mental, vous le voyez ici, il est en orange. C'est-à-dire qu'on a vraiment des zones qui s'activent lorsqu'on est en train de laisser vagabonder notre cerveau. Et c'est plutôt OK avec ça, on est tous d'accord. Et quand on focalise, comme en fait on a fait tout à l'heure sur un objet, on a d'autres zones qui s'activent. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez muscler votre cerveau. Et donc plus vous allez passer du mode orange au mode bleu. C'est évidemment un peu simpliste, mais il y a quelque chose de vrai dans cela. Et donc, sans rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dans le cerveau, on sait maintenant assez bien
ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à une activation de certaines zones et une activation d'autres zones pendant ce circuit, vagabondage mental, déplacement de l'attention, retour sur une focalisation, etc. C'est ce qu'on appelle le concept de neuroplasticité, et je ne vais pas rentrer dans le détail, Mario Beauregard est un éminent spécialiste et moi pas. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment ce concept finalement a sous-tendu tout ce qui suit que je vais vous raconter. Et donc vous voyez ici trois personnes qui ont très vraiment influencé toute cette dynamique d'entraînement corps-esprit, Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, Richard Davidson à gauche et John Kabat-Zinn à droite. Et puis bien sûr, vous reconnaissez Mathieu Ricard, qui a été un des premiers à se prêter à ce jeu un peu bizarre de peut-être d'essayer de voir un peu si on pouvait s'entraîner et ce que faisait la pratique intensive de méditation. Comment muscler l'attention de son cerveau? C'est de la méditation, ça s'appelle. Donc ça, c'est clair. La musculature de l'attention du cerveau, c'est de la méditation. Maintenant, vous savez ce que c'est. Comment ça fonctionne? En fait, on est très précis depuis l'essor de l'IRM fonctionnel. C'est sûrement pas la panacée, l'IRM fonctionnel. C'est de l'imagerie cérébrale. Avant, on faisait de l'IRM cérébral statique. Et puis, il y a 10 ans à peu près, on est sur de l'imagerie dynamique en pouvant percevoir l'augmentation du flux sanguin dans le cerveau. Et donc forcément, s'il y a une augmentation du flux sanguin, il y a une activation. Et cette activation se traduit, il y a une traduction sous forme d'image. Et donc il suffit de comparer des méditants, par exemple, à des novices qui n'ont jamais médité, et à soustraire une image par rapport à l'autre. Et on a des images comme celle-là, avec des zones qui sont plus ou moins colorées. C'est juste ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'on sait qu'il se passe des choses, il y a des différences. Oui. La seule condition, c'est s'entraîner. Si vous ne vous entraînez pas, c'est exactement comme quand on se muscle le corps. Si vous allez dans la salle de gym et que dans la salle de gym, vous dites bonjour à la personne de l'accueil et puis vous repartez, il ne va pas se passer grand-chose. Et ça vous paraît très naturel. C'est la même chose avec l'entraînement de l'attention. Rapidement, la méditation a 2500 ans, époque Bouddha, tout ça, et était connotée comme méditation bouddhiste. C'est ça d'où ça vient, et il ne faut jamais l'oublier. Dans les années 60-70, c'est la méditation transcendantale. Ça a eu beaucoup d'essor dans les années 60-70. Et on est maintenant à une troisième phase qui est la méditation laïque occidentale. C'est un schéma intéressant quand on y réfléchit. Aujourd'hui, il y a presque plus de méditants en Occident qu'en Orient. OK. Et donc, c'est très intéressant. Vous allez en Asie, dans beaucoup d'endroits, plus personne ne pratique. Il y a des personnes qui font des prières, il y a des personnes qui font des rituels, mais peu de pratiques de méditation. Et ici, quand j'ai demandé, bien sûr, c'est une assemblée un peu particulière. Mais tout le monde a dit, moi, je sais méditer. Il y a un vrai mouvement qui se dessine. La méditation à l'occidental, c'est la réflexion. C'est les méditations métaphysiques de Descartes. La méditation orientale, on peut dire, ça vient de médéri. Médéri, ça veut dire prendre soin d'eux. Tiens, médéri, médecine. C'est la même étymologie. Et donc, quelque part, c'est complètement différent. Cet état de présence permet une clarification de notre état, permet le calme émotionnel, l'entraînement de l'esprit. Il y a de toute façon, dans ces deux approches, une différence fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Juste un petit retour en arrière. Pleine conscience ou pleine présence, il y a des gens qui préfèrent pleine présence, d'autres présence attentive, c'est la même chose. C'est la traduction de mindfulness. Et mindfulness est la traduction de sati. Sati, c'est du pali, la langue des anciens bouddhistes. Et pali, c'est une attention consciente qui est reliée à 4 zones. À la sagesse,
à l'éthique, au calme intérieur et ce qu'on appelle les Brahma Viharas, c'est-à-dire un peu les 4 incommensurables. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est juste 4 éléments fondamentaux: la compassion, l'amour bienveillant, la joie altruiste et l'équanimité. Et tout de suite, vous avez vu qu'on passe d'un concept neuroscientifique à quelque chose sans doute de beaucoup plus profond. Et vous ne devez pas oublier que pleine conscience, c'est mindfulness, et que mindfulness, c'est sati. Car sinon, on se coupe d'un élément clé qui a tendance à un peu s'estomper aujourd'hui, hein, où on est plus parfois dans ce qui a été appelé la MAC, mindfulness. Hein, c'est-à-dire on mange de la pleine conscience, comme on mange des McDo. Non, le fondement de la pleine conscience, c'est sati, c'est une attention reliée aux qualités que je vous ai décrites. Il y a plein de définitions de la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn en décrit un, que je reprends. C'est l'état de conscience qui résulte de porter son attention intentionnellement sur le moment présent, sans jugement, sur l'expérience que l'on vit moment après moment. Et tous ces mots sont importants, sinon on n'est absolument pas dans la pleine conscience. L'intention, on n'est pas là par hasard en train de focaliser son attention, c'est intentionnel. Deuxièmement, c'est sur le moment présent, il n'y a aucun autre moment. Troisièmement, c'est sans jugement. Ça, c'est très important. Combien de jugements vous avez déjà, vous, eu depuis le début de la conférence sur ce que j'étais en train de dire? Sans doute de très nombreux. Percevoir que l'esprit juge en permanence, c'est un point crucial de l'expérience de mindfulness. C'est un ensemble de pratiques. La méditation de pleine conscience, c'est pas que la méditation assise. C'est pas vrai. C'est un ensemble de pratiques qui a été laïcisé. On a enlevé, gommé, Jon Kabat-Zinn a enlevé tout ce qui était référence au bouddhisme. Et l'idée, c'était de l'intégrer dans le monde de la santé. C'est ce qui se passe en ce moment. Quelques idées reçues sur la mindfulness, la pleine conscience. Un, c'est une pratique religieuse qui va permettre d'être relaxé. On entend ça souvent. Faire le vide dans sa tête. Combien de fois on n'a pas entendu? Moi, j'arrive à avoir 0 pensée. C'est de la réflexion, c'est s'évader, c'est se couper du monde. Attention, si tu médites, tu vas devenir égocentrique. C'est uniquement réservé à certaines personnes qui ont des compétences très particulières. Le but, c'est d'atteindre le nirvana, et pour ça, il faut partir en retraite 15 jours. C'est exactement l'inverse. Ce n'est pas une pratique religieuse, il n'y a aucun dogme à suivre. Ça ne permet pas forcément d'être relaxé. Peut-être que tout à l'heure, quand on a pratiqué, vous n'étiez pas spécialement relaxé. Peut-être un peu anxieux, peut-être avec un esprit très agité. L'idée, c'est de laisser passer les pensées sans s'y accrocher. Vous pouvez imaginer ce que ça fait quand on est en état de rumination. Et s'il y a des personnes ici qui ont eu des épisodes dépressifs, ils savent très bien où ces ruminations mentales les ont amenés. Là, l'idée, c'est petit à petit, tranquillement, de se distancier de ces pensées et de les laisser passer comme des nuages qui passent dans le ciel. En théorie, c'est juste des mots. En pratique, c'est une énorme différence. Réfléchir, pas du tout, c'est pas de la réflexion, c'est l'observation, c'est être témoin de ce qui se passe en nous, pensée, émotion, sensation. C'est pas s'évader, au contraire, c'est un retour à soi-même. C'est un retour au corps. La méditation, on a dit, c'est un entraînement de l'esprit, mais c'est surtout un retour au corps. Il y a un mot anglais qui est vraiment traduit, ça c'est embodiment. On ne peut pas le traduire vraiment en français, mais on comprend bien ce retour au corps. Se couper du monde égocentrique, c'est l'inverse, c'est la connexion aux autres. À partir du moment où je suis en pilotage automatique, je me coupe de l'expérience. À partir du moment où je suis présent, je me relie aux autres, moment après moment. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, vous pouvez tous pratiquer. C'est une compétence qui est peu exercée. Autrement dit, si
cette compétence est à l'état de germe au fond de vous et qu'on arrose un petit peu, on met un peu de soleil, un peu d'engrais, cette compétence va pousser toute seule. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à entraîner. C'est une vraie différence. Et enfin, ce n'est pas pour atteindre le nirvana, rien à réussir, rien à rater. C'est un énorme soulagement pour les personnes qui font le programme de 8 semaines quand je leur dis « mais là, vous savez, il n'y a rien à réussir ». On est dans une société, il y a toujours des choses à accomplir, réussir à faire. Là, on est dans l'être, rien à faire, juste observer. Et enfin, il n'est pas nécessaire de partir en retraite 15 jours, même si ça peut être intéressant. On peut le faire pendant des temps courts et surtout l'insertion dans la vie quotidienne. Le but, c'est pas faire comme un massage. Hein, on est bien pendant le massage, puis 30 minutes après, on est comme avant. Là, l'idée, c'est vraiment d'insérer ces moments de pleine conscience dans sa vie de tous les jours. Ok, il y a un triangle de la pleine conscience qui est intention, attention, attitude. L'intention, c'est le moteur. C'est ce qui va vous permettre de vous asseoir sur votre coussin ou sur votre chaise ou vous allonger sur votre tapis de sol pour faire le body scan. C'est l'intention, c'est une démarche active et ça nécessite la régularité. C'est voir la réalité telle qu'elle est, pas comme on voudrait qu'elle soit. Et ça, c'est un vrai challenge pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont envie d'être relaxées tranquillement. Mais là, c'est une exigence supplémentaire. C'est juste essayer d'être présent avec ce qui est déjà là. Parfois, c'est des choses qui sont positives. Parfois, c'est pas positif. Et quel que soit ce qui arrive, c'est de s'y connecter, sans attendre de résultats. L'attention, c'est vraiment ça. C'est investir le présent. Se connecter au moment présent. Le seul qu'on a à vivre. Ici et maintenant. On peut faire des pratiques focalisées ou plus ouvertes. Ça vient au fur et à mesure. Flexibilité de l'attention et détecter les phénomènes quand ils apparaissent. Tiens, une émotion particulière, je vais m'y intéresser. Tiens, une pensée un peu négative, je vais la laisser passer. Tiens, des sensations physiques un peu désagréables, je vais les observer. Donc c'est la curiosité et la bienveillance associées. Partir, se féliciter, laisser aller, revenir. Plutôt que le lâcher prise, dont on un peu la tarte à la crème, oui, on va faire du lâcher prise. Moi, je préfère le terme laisser être. Laissez être. Laissez-vous être au contact de vous-même. Et puis l'attitude, elle est fondamentale. L'attitude, c'est l'ouverture. L'ouverture parce qu'on observe et surtout qu'on ne juge pas l'expérience. On ne s'attache pas à ce qui est et elle est non discriminante. Ok. Les années 2000-2020 ont été marquées par une explosion des publications scientifiques sur mindfulness. Je vous rappelle que Jon Kabat-Zinn a conçu le programme en 1979 ici, à la clinique de réduction du stress, on va revoir, et que pendant 20 ans, il n'y a rien eu. Il s'est passé, des programmes se sont passés. Il n'y a eu aucune publication scientifique. Et c'est en fait par l'essor d'un programme spécifique, qui s'appelle le MBCT, qu'on a vu l'essor considérable des publications et de plus en plus d'équipes s'intéresser à la mindfulness. Et c'est en particulier grâce à ça que vous êtes ici en train de dire « moi, je sais ce que c'est que mindfulness ». 6 publications internationales en 1996, 600 en 2016. Multiplication par 100. Jon Kabat-Zinn, c'est un docteur en biologie moléculaire qui a fondé la méthode MBSR pour réduction du stress basée sur la pleine conscience. Le concept, méditation laïque, et surtout aider à gérer le stress, les douleurs et la maladie en utilisant 2 grandes pratiques, la méditation qu'il pratiquait et le hatha yoga qu'il pratiquait. Et souvent, on résume la méditation de pleine conscience à méditation assise. C'est archi faux. Il y a beaucoup dans le programme MBSR de pratiques en mouvement, dérivées du hatha yoga qu'on appelle les mouvements en pleine conscience ou étirements en pleine conscience. Pour ceux qui sont intéressés, le livre référent de ça, c'est Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, ça veut dire qu'au moment où on a des émotions très difficiles, on a un cyclone qui nous emporte,
il y a l'œil du cyclone. Cet œil du cyclone, c'est un moment de calme, c'est une zone d'apaisement, de paix qu'on peut chacun trouver. C'est un livre compliqué, mais qui est vraiment le livre fondateur MBSR. La MBSR est maintenant est au cœur des différentes pratiques de mindfulness. Au cœur, ça veut dire qu'elle est vraiment le résultat à la fois de la confluence des sagesses orientales, bouddhiques et yoga, et des sciences occidentales, neurosciences et psychologie. C'est un peu une pratique un peu comme la fusion food. Hein. Voilà. C'est une fusion thérapie. C'est vraiment une thérapie très, très novatrice au fond. Et de ce programme MBSR ont dérivé beaucoup de programmes, dont le programme MBCT, qui est le programme de prévention de la rechute dépressive. Mais beaucoup d'autres. Gestion de la douleur, MBPM pour Pain Management, maternité, parentalité, addiction, management, alimentation, enfants, ados. Tout ça sont des programmes où on a adapté le programme MBSR à des catégories de personnes spécifiques. Le fondement, c'est le MBSR de Jon Kabat-Zinn 79. Qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est un programme de groupe. 8 séances hebdomadaires, 2h30 à 3h pour la première et la dernière séance. Et une journée entière de pratique. C'est une pratique quotidienne de 40 minutes par jour, entre les séances. C'est beaucoup, 40 minutes? 40 minutes, c'est 4% de votre temps d'éveil. Vous pourrez refaire le calcul. 8 heures de sommeil, 16 heures de temps d'éveil, 40 minutes, c'est 4% de votre temps d'éveil. Et donc, les personnes qui pensent que ça va leur prendre beaucoup de temps, ça leur prend 4% de leur temps. À quoi passez-vous votre temps? En particulier à surfer sur Facebook. Les contenus des séances, c'est de l'entraînement formel, pratique de méditation de pleine conscience, body scan, méditation allongée immobile, méditation assise, étirement en pleine conscience dérivé du Hatha Yoga et marche consciente. La moitié de pratique immobile, la moitié de pratique en mouvement. Mais c'est aussi l'introduction de pratiques informelles, c'est-à-dire de pratiques dans les activités quotidiennes. Ça, c'est fondamental. Le programme MBCT, c'est apparemment la même chose. En fait, pas tout à fait, mais l'armature est vraiment la même. 80%, c'est ça. C'est de l'entraînement formel à la pratique de mindfulness. La différence, c'est que la cible n'est pas tout à fait la même. En MBSR, on va essayer d'être sur la gestion du stress. En MBCT, sur la prévention de la rechute dépressive, l'anxiété, les ruminations. En MBSR, il y aura une part encore plus importante aux pratiques corporelles qu'en MBCT. En MBSR, on va travailler sur nos réactions automatiques, nos schémas cognitifs où on réagit au lieu de répondre. Et on va travailler sur les communications conscientes. En MBCT, on va s'intéresser, c'est de la thérapie cognitive, aux schémas de pensée, et en particulier à tout ce qui est rumination. Il y a eu un colloque il y a 2 ans, à la Santé publique France, qui a un peu fait le tour des bienfaits. Et là, je n'ai pas évidemment le temps pour vous exposer en détail. D'abord, j'en parlerai pas parce que j'ai ciblé après sur dépression et sur Alzheimer, la diminution de la douleur. C'est pas tellement la diminution, c'est la diminution de l'amélioration de la gestion des phénomènes douloureux, en particulier chroniques. Donc ça a été montré. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les patients qui font de la pratique de mindfulness arrivent mieux à gérer leur douleur. Premier bienfait. Deuxième bienfait sur lequel je vais un peu insister, c'est bien sûr la réduction du stress, la prévention de la rechute dépressive, la réduction de l'anxiété, même si certains patients ont une augmentation transitoire de leur anxiété, et les bienfaits en termes des addictions. Troisième bienfait dans ce chapitre santé physique et mentale, l'augmentation de l'immunité. Tout est lié. On parle maintenant de psycho, neuro, endocrino, immunologie. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, appareil cardiaque, appareil pulmonaire, appareil neurologique, rien n'était lié. Maintenant, on sait que tout ça, c'est de la foutaise. Tout est lié.
Et enfin, la longévité, je vais vous en parler un petit peu, on parlera un peu des télomères juste après. Prévention des rechutes dépressives et addictives, réduction du stress et surtout, quelque chose de très important, amélioration du bien-être subjectif. Vous pouvez me dire, ok, il y a des zones du cerveau qui s'activent, la belle affaire. Non, les patients décrivent eux-mêmes une amélioration de leur bien-être, la qualité de vie, quality of life, si important dans les études. Le bien-être subjectif, au fond, parce que c'est pas ça aussi le plus important. Qu'est-ce qu'on a démontré durant ces dernières années sur cerveau et méditation? D'abord qu'on avait une réduction de l'activation du réseau du mode par défaut. Tiens, alors voilà, celui du vagabondage mental. Merci beaucoup. Donc j'ai une information que c'est marqué 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on va pratiquer maintenant pendant 10 minutes. C'est ça que ça veut dire? Non, c'est 2 minutes de l'œuvre. Merci beaucoup. Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est vrai, en fait. C'est-à-dire qu'on a une réduction de cette activation du réseau du mode par défaut et que cela est une étude assez intéressante puisqu'elle a comparé plusieurs types de méditation. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a des méditations plutôt ouvertes, des méditations plutôt d'attention focalisée et des méditations de l'amour bienveillant. Donc on a moins de vagabondage mental, démontré là encore par une IRM fonctionnelle avec une étude de 2011. Sur la dépression, où on en est? On est aujourd'hui, donc ça fait 18 ans qu'il y a des études sur MBCT, 2000-2018. Beaucoup d'études sur MBCT. Au jour d'aujourd'hui, si on synthétise, on peut dire qu'on a une efficacité préventive de MBCT similaire aux effets aux antidépresseurs. Certaines études ont montré une augmentation, c'est-à-dire un bienfait supérieur, d'autres inférieurs, d'autres égaux. Aujourd'hui, dans la prévention de la rechute, je dis bien de la rechute dépressive, on a une efficacité très similaire à un programme MBCT par rapport aux antidépresseurs. Et ceci sans effet secondaire, puisqu'il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Ça fait maintenant beaucoup de recul qu'on a avec les programmes MBCT ou MBSR. Alors, c'est jamais, mais très faible. Rien à voir, bien sûr, par rapport à prendre des antidépresseurs sur une durée prolongée. C'est aussi la diminution des symptômes dépressifs résiduels entre épisodes et la diminution des symptômes dépressifs en phase aiguë. Il y a beaucoup d'études qui ont cherché justement à savoir où mettre le curseur du programme. Est-ce qu'on peut le proposer au tout début lors d'un premier épisode? C'est assez compliqué lorsqu'on est en phase de dépression aiguë de suivre le programme MBCT. Donc c'est vraiment plutôt situé en prévention de rechute dépressive. Et là vraiment il commence à y avoir beaucoup d'études. Deuxièmement, encore plus fort, on a démontré que la pratique de méditation modifiait l'épaisseur du cortex cérébral. C'est-à-dire que c'est une étude déjà qui a quelques années qui montre qu'en comparant des méditants et des contrôles, on a une augmentation de l'épaisseur dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, en particulier cortex préfrontal gauche, siège de l'attention et des émotions positives, et dans l'insula antérieure. Vous vous rappelez, l'insula, on en avait parlé un tout petit peu, le fameux 5e lobe. L'insula, c'est la conscience du corps. Ça vous semble peut-être naturel d'avoir la conscience de ce qui se passe dans votre corps. Ok, ouais, c'est peut-être naturel, mais enfin, c'est quand même un peu extraordinaire. Et dans l'évaluation de l'intensité de la douleur. Donc quand on compare des méditants et des contrôles, on se rend compte ici qu'on a une différence de taille entre le cerveau des méditants et le cerveau des contrôles. On a une augmentation du volume de matière grise. C'est une étude de 2011 qui montre, en comparant des contrôles, et là, l'hippocampe, on a parlé de l'hippocampe tout à l'heure, le siège de la régulation des émotions, l'hippocampe. Et donc, évidemment, tout ça est connecté par rapport à toute la pratique de mindfulness. Là, c'était sur des programmes MBSR. Et puis, chose intéressante, ces effets sont maintenus dans le temps. Je ne vais pas vous cacher, il faut s'entraîner à la méditation et méditer régulièrement. Mais on a démontré des effets maintenus dans le temps sur beaucoup d'études. Enfin, sur l'amygdale, c'est le siège de la peur, c'est vraiment ce qui est activé en cas de stress, en cas d'anxiété. Eh bien, on a une réduction du volume de l'amygdale lorsqu'on fait un programme MBSR. Donc, on agit vraiment sur le cerveau. Vous vous rappelez ce petit cerveau qui soulève ses haltères? Ok.
Un peu sur le vieillissement cellulaire, Alzheimer, vieillissement cérébral, déclin cognitif, vieillissement cellulaire. Dans toutes nos cellules, il y a des noyaux. Dans tous les noyaux, il y a des chromosomes. Dans tous les chromosomes, il y a des bouts de chromosomes. C'est ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, qu'est-ce que c'est? C'est des petits capuchons qui protègent nos chromosomes ici, un peu comme des, vous voyez, le bout d'un lacet. Eh bien, avec le temps, ces extrémités de chromosomes se réduisent de plus en plus, jusqu'à temps qu'on n'arrive plus à faire de division cellulaire. Et quand une cellule ne se divise plus, elle meurt. Il y a une enzyme qui s'appelle la télomérase. Et l'enzyme va reconstruire en quelque sorte des petits bouts de chromosomes. Eh bien, cette femme-là, qui s'appelle Elizabeth Blackburn, qui a été prix Nobel de médecine sur cette découverte, a démontré d'abord que l'enzyme protégeait ces capuchons chromosomiques de l'usure de la division cellulaire. Et que surtout, plus il y avait plus un individu était stressé, plus l'activité de cette télomérase baissait, et donc plus le processus de vieillissement était important. Mais on est allé encore plus loin. On s'est dit, ouais, mais ok, le stress diminue. Mais est-ce qu'on peut faire du reverse? Est-ce qu'on peut revenir à l'état antérieur? Et donc, on a mis des méditants en retraite pendant 3 mois. C'est une pratique intensive, hein, ça. 6 heures par jour, 3 mois. Méditation de pleine conscience du matin au soir. Cette pratique intensive de mindfulness, qu'est-ce qu'elle a montré? Oui, les méditants avaient une augmentation des buts positifs dans la vie, voyaient tout le monde en rose. Oui, ils avaient une réduction du stress, mais enfin, quand on est 3 mois en retraite, hein, plus rien ne vous atteint. Oui, ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup moins instables, beaucoup moins stressés, beaucoup moins anxieux. Mais surtout, ils avaient une activité de la télomérase avec une activité supplémentaire de 30%. Il est possible donc d'agir au cœur même de nos cellules, au cœur même des chromosomes, en stimulant cette télomérase qui va donc sûrement agir sur notre vieillissement. Cette étude qui est vraiment toute jeune, c'est une étude qu'a publiée Gaëlle Chetla, c'est une Française qui travaille à Caen et qui s'intéresse au vieillissement et qui a démontré l'augmentation du volume de matière grise chez des personnes qui méditaient par rapport à des contrôles. Et donc, on redémontre encore une fois qu'on peut le faire, en particulier chez les personnes âgées. C'est très important. Et peut-être avez-vous entendu parler, les zones activées dans cette étude, c'est le cortex frontal, cingulaire et l'insula. Tiens, un peu toujours les mêmes. Et elle pilote actuellement la Silver Santé Study. C'est une étude sur le vieillissement cérébral qui se fait en France, dont on aura les résultats à la fin 2019 et qui va comparer l'effet d'un entraînement cérébral chez des seniors avec un entraînement à l'apprentissage des langues, comparé à rien et comparé à la mindfulness. Et on aura le résultat, je vous ai dit, dans à peu près 1 an. C'est une étude vraiment très importante avec 150 seniors qui ont été recrutés sur cette étude. Rapidement, sur la santé cognitive et sociale, augmentation de la compassion. Je vous ai dit que c'était au cœur de ce qu'on appelle SATI. Augmentation de ce qu'on appelle les comportements prosociaux. La mindfulness, ça aide à aller vers les autres. Augmentation de la concentration et des capacités de décision. Je vais passer. Quelques mises en garde. Il ne faut pas être naïf. La mindfulness, ce n'est pas la panacée. On entend maintenant à la radio, dans les journaux, la mindfulness pour ceci, la mindfulness pour ça. Ok, il faut être humble. La plupart des études ont des effectifs limités. Deuxièmement, la plupart du temps, on compare, je vous ai dit, à des groupes contrôles. Mais qui sont ces contrôles? Troisièmement, beaucoup de pratiques différentes. Dans les années à venir, on va sûrement affiner ça. Sûrement, on l'a vu que la pratique d'attention ouverte et de méditation de l'amour bienveillant, où on se porte à soi-même et aux autres de l'amour illimité, ça n'entraîne pas tout à fait les mêmes pratiques et les mêmes conséquences. Beaucoup d'expertises différentes et c'est une expérience subjective quand même, hein, tout ça. Donc, toujours garder un peu raison. Je voulais terminer par juste quelques idées forces. Première chose, si vous deviez retenir une chose,
c'est qu'il n'y a pas de mindfulness sans heartfulness. Il n'y a pas de pleine conscience sans bienveillance. Juste un tout petit truc. Tout à l'heure, quand vous avez ramené l'esprit, est-ce que vous avez porté votre attention sur la manière dont vous avez ramené votre esprit? Est-ce que c'était comme ça? Ou est-ce que c'était comme ça? L'idéogramme que vous voyez, ça signifie la présence du cœur. Ça, c'est le toit, et ça, c'est les 4 cavités cardiaques. C'est la présence du cœur. Champ d'action de la mindfulness, les hôpitaux, les écoles, l'entreprise, les prisons, les députés. Il y a 2 programmes MBSR qui ont commencé en France, avec Delphine Batteau et un député de La République En Marche. On est au 3e programme. Pour qui? Les écoliers, les ados, l'entreprise, les patients et bien sûr les soignants. Aujourd'hui, vous savez sans doute, on est à une situation inédite. Les soignants sont très, très stressés. Les soignants, ceux qui sont censés donner le soin, prendre soin des autres. Pour tous ou presque. Il y a quelques contre-indications, en particulier les états psychotiques, je ne l'ai pas dit. La schizophrénie reste quand même aujourd'hui une contre-indication, mais il y en a de moins en moins. Je vous invite à lire le rapport IMF qui s'appelle « La pleine conscience dans la société française », qui est paru l'année dernière. C'est une sorte de bilan de la pleine conscience en France. Aujourd'hui, on a 31 programmes dans les hôpitaux et cliniques françaises. On a 5 DU, dont un à Toulouse, qui s'appelle « Pleine conscience et relations de soins ». Il y a 20 programmes de recherche, il y a 200 instructeurs formés. Et pour l'école, il y a 150 établissements aujourd'hui en France avec des programmes de mindfulness pour plus de 7000 enfants. Donc il s'est passé beaucoup de choses. En pratique, une chose, stop. Quand ça ne va pas, dans votre travail, dans votre vie personnelle, le plus important, c'est de vous arrêter. Pas de ralentir, de vous arrêter. De prendre quelques respirations, d'observer ce qui se passe et de continuer. En pratique, demain, vous allez prendre une douche consciente. Qu'est-ce que c'est que ça? Posez-vous la question demain matin. Qui est-ce que vous emmenez avec vous sous la douche? Vos collègues de travail, votre conjoint, vos enfants? L'idée, c'est d'être présent à quoi? Mais il s'en passe des choses sous la douche. Il y a la chaleur de l'eau, il y a l'odeur du savon, il y a la sensation de froid parfois sous les pieds, etc., etc. Donc demain matin, exercice, douche consciente. Comment pratiquer? Initiez-vous d'abord. On ne commence pas par... initiez-vous. Allez dans des séances découvertes. Il y a des programmes autour de chez vous. Il y a des applications maintenant qui existent. Ne vous en privez pas. Il y a des livres avec CD. Ne vous en privez pas. Et puis on peut approfondir. On peut approfondir en allant dans un programme MBSR ou MBCT. On peut aussi faire maintenant du programme online. Donc j'ai conçu un programme online qui fonctionne maintenant depuis 1 an, qui permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des horaires difficiles, etc., quand même d'avoir une pratique régulière, un soutien régulier à la pratique. Donc il faut s'emparer aussi des nouvelles technologies, en tout cas c'est ma position, et pas rester sur un dogme, le présentiel ou rien. Donc j'ai développé un programme comme ça, qui permet, que j'ai appelé Sérénité 2.0, et qui permet de plus en plus à des personnes qui ne pourraient pas, parce qu'il y a des fois pas d'instructeur à côté de chez elles, etc., accéder à un programme approfondi de pleine conscience. Bon, tout ça, vous connaissez, les grandes figures. Merci à Christophe André, merci à Mathieu Ricard, merci à John. En bas, vous avez les 2 ouvrages. Le best-seller d'Elie Snell sur Calme et attentif comme une grenouille pour les enfants, qui est extraordinaire. Et puis quelques autres références. Mais vous en avez dans tous les journaux. Antoine Lutz, qui est chargé de recherche au Centre de recherche de neurosciences de Lyon, dit la chose suivante. Il est tout à fait envisageable que d'ici quelques années, de la même manière qu'il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'exercice physique par jour, il est souhaitable de faire 15 à 20 minutes, donc 20 minutes, 2% de votre temps, de méditation ou d'entraînement mental. Donc on est exactement
au début du 21e siècle, comme on a été au début du 20e siècle avec l'exercice physique, hein, avec des salles de fitness qui sont conçues. On est exactement là. Donc dans quelques années, ces salles de fitness, il y aura des salles de mindfulness. Si vous deviez rentrer à la maison avec quelques messages clés, un esprit vagabond est un esprit malheureux. Ne pratiquez qu'une tâche à la fois. Arrêtez-vous. Stop. Vous avez toujours votre souffle avec vous. Dans les moments de stress, on a bien démontré qu'on se coupe la respiration. On parlait d'oxygène tout à l'heure. Il est possible d'entraîner et de modifier son cerveau. La méditation est accessible à tous. Sans rentrer dans « c'est la panacée, c'est le remède à tous les maux ». Non, mais elle est accessible à tous. On n'apprend pas à faire du vélo en lisant un livre sur le cyclisme. Je vous en prie, les livres, c'est très bien. Lisez Christophe André, lisez John Kabat-Zinn, lisez, il y en a un qui sort tous les 15 jours. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire pratiquer. Ce n'est pas de la pratique, c'est le cerveau. Là, on s'entraîne, on revient au corps. Et tout voyage de milieu commence par un premier pas, vous connaissez sans doute qui a dit ça. Dernier message, avant-dernier message. Il n'existe pas de pleine conscience sans bienveillance. Enfin, je terminerai sur cette phrase. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois méditer 2 heures plutôt qu'une. C'est pas moi qui dis ça. C'est Mahatma Gandhi. Je vous remercie beaucoup de votre attention.